Bonjour, nous allons continuer notre présentation de plan d'expérience dédié aux problèmes de formulation en regardant quelques méthodes pour mailler un polyèdre convexe. Ces méthodes ont été formalisées en 1966 par MacLean et Anderson, et donc on va en décrire le contenu dans ce chapitre qui a été découpé en 4 séquences. Lors de la première séquence, après avoir rappelé la position du problème, nous nous intéresserons à l'analyse d'un système de contraintes défini par les contraintes individuelles explicites, inférieures et supérieures, qui affectent les variations des proportions des constituants. L'analyse de ce système de contraintes nous conduira à définir un type de géométrie, soit sous forme de simplex, soit sous forme de polyèdre convexe. Et dans les parties suivantes, on verra plus en détail, d'une part, la nature des différents polyèdres convexes que l'on peut rencontrer, et enfin, une méthode de maillage de ce type de domaine. Alors, je vous rappelle encore une fois cette boucle de formulation qui consiste, lorsqu'on est confronté à un problème d'optimisation de formulation, cette boucle consiste à choisir un certain nombre de constituants. Ces constituants vont être mélangés. Les produits issus du mélange vont être caractérisés. Et les caractéristiques qui sont des variables physiques, la viscosité ou la résistance mécanique par exemple, vont être transformées en indices de satisfaction de façon à ce que chacun de ces indices de satisfaction puisse être introduit dans une formule mathématique que l'on appelle la désirabilité globale. On voit qu'il s'agit du produit des fonctions de désirabilité individuelle, et tant que la désirabilité globale, qui représente un nombre compris entre 0 et 1, n'est pas à la hauteur de vos espérances, eh bien on va faire tourner la boucle, jusqu'à temps que la valeur de la désirabilité globale atteigne un seuil ou une valeur correspondant à vos objectifs. Chaque fois que l'on fait tourner cette boucle, on est obligé de fabriquer de nouveaux mélanges, et donc au bout d'un certain temps, on peut se demander si il n'est pas préférable de planifier à l'avance un nombre d'essais que l'on consigne dans une matrice d'expérience, de façon à remplacer la partie chère de la boucle par un modèle mathématique dont on a déjà parlé au travers des aspects mathématiques et des aspects statistiques. Alors, regardons maintenant, lorsqu'un formulateur précise des contraintes, comment on peut analyser un système de contraintes. Dans cet exemple académique, le constituant 1 a une proportion qui varie entre 10 et 50%. Ces proportions inférieures et supérieures sont matérialisées par des traits rouges et bleus dans le plan de la figure, et on voit que ces contraintes explicites limitent la plage de formulation, puisque nous passons, à l'aide de ces deux seules contraintes, d'un simplex de hauteur unitaire à une figure qui ici ressemble à un trapèze. Lorsqu'on associe à ces deux premières valeurs de contraintes les contraintes qui affectent la variation des proportions du deuxième constituant, on continue à réduire le domaine expérimental et on va ainsi rajouter les contraintes sur le diagramme ternaire. On s'aperçoit immédiatement que la figure géométrique qui résulte de toutes ces contraintes est un simplex que vous voyez apparaître en bleu dans le plan de la figure, inversé par rapport au simplex initial. Toutefois, ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a une contrainte qui ne sert à rien, si l'on peut dire, c'est la contrainte L1 égale 0,1. En effet, si vous la remplacez par une valeur proche, par exemple L1 égale 0,15 ou 0,20, vous voyez que la forme du domaine expérimental ne va pas changer. Pourquoi? Parce que pour qu'elle soit utile, les contraintes doivent brider, un peu comme les morts d'un étau brident une pièce pour la maintenir, les contraintes doivent brider le domaine expérimental.
Pourquoi a-t-on besoin de vérifier la compatibilité des contraintes? Tout simplement parce que la définition de la géométrie du domaine expérimental va résulter de l'intersection de ces contraintes. Et donc, une contrainte qui ne sert à rien pourrait générer des coordonnées non représentatives du domaine expérimental. Donc, on voit ici, mais très qualitativement, qu'il va falloir transformer la contrainte L1 en une contrainte qui aurait pour valeur 0,3. Alors, comment détecter une contrainte lorsqu'on ne peut plus dessiner le domaine expérimental? Eh bien, on va décomposer le système de contraintes en deux parties. On va d'abord faire l'analyse des valeurs inférieures de ces contraintes. C'est ce que vous voyez encadré en rouge dans le système. Et les valeurs des contraintes inférieures vont former toujours un simplex de hauteur plus petite que le simplex initial et de même orientation. C'est un simplex que l'on appelle le simplex L, dont on a appris dans les chapitres dédiés au maillage de domaine expérimental sous forme de simplex. On a appris dans ces chapitres à calculer la hauteur de ce simplex résultant. Cette hauteur était appelée la mesure linéaire que l'on avait notée RL. Dès lors que les constituants possèdent, pour leur variation, des contraintes inférieures, ils ne peuvent plus atteindre 100% au niveau supérieur. En effet, la définition de contraintes inférieures va générer des contraintes supérieures implicites que l'on note UI étoile, qui sont définies à partir de la limite inférieure à laquelle on vient rajouter la mesure linéaire du simplex. Par exemple, le constituant 1 ne pourra pas géométriquement avoir des proportions qui dépassent 0,7. Le constituant 2 ne pourra pas avoir des proportions qui dépassent 0,7. De même, le constituant 3 ne pourra pas avoir des proportions qui dépassent 0,8. Et on va tout simplement comparer ce que nous ont donné les experts et ce que la géométrie nous impose. Les experts nous autorisent, à partir des seules contraintes inférieures implicites, la géométrie nous autorise à atteindre une valeur de 0,7. Et les experts sont plus restrictifs que la géométrie, puisqu'ils nous autorisent à atteindre une valeur de 0,5. De même, la géométrie nous autoriserait à atteindre une proportion de 0,7 pour le constituant 2, et les experts restreignent cette plage de variation en ramenant la contrainte supérieure à 0,3. Même chose pour le dernier constituant, où la géométrie nous autorisait d'atteindre 0,8 et l'explicitation des contraintes par les experts nous impose de rester inférieur à 0,4. Donc en fait, on n'a pas d'incompatibilité des contraintes supérieures qui ont été proposées par les experts, puisqu'en fait, les experts sont plus restrictifs que ne l'est la géométrie. On va maintenant s'intéresser à l'autre partie du système de contraintes, à savoir les contraintes supérieures. Alors les contraintes supérieures sont représentées en bleu dans le plan de la figure. Ces contraintes supérieures forment également un simplex d'orientation opposée au simplex initial, et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas calculer la hauteur de ce simplex. Pour ce faire, on prend la formule duale par rapport à la mesure linéaire du simplex L, et cette formule duale, RU, s'obtient en faisant la somme des contraintes supérieures, 0,5 plus 0,3 plus 0,4, ça fait 1,2, moins la hauteur du simplex qui ici est unitaire. Donc on a un triangle, pointe en bas, de hauteur égale à 0,2. De la même façon, si les experts ne nous donnaient que des contraintes supérieures, il ne faut pas dépasser 50% pour le constituant 1, eh bien on pourrait laisser croire qu'il est possible d'atteindre 0. Mais vous voyez sur la figure que la définition de contraintes supérieures individuelles explicites va générer des contraintes inférieures implicites que l'on note LI étoile. Comment fait-on pour calculer ces contraintes? On part de la valeur supérieure et on soustrait la hauteur du simplex U.
Si le résultat est négatif, ce qui peut arriver, on remplace naturellement la valeur négative par 0. Alors on va examiner maintenant les possibilités offertes par la géométrie et les exigences des expérimentateurs. Pour le constituant 3, la géométrie nous autoriserait à descendre jusqu'à une proportion égale à 0,2 pour le troisième constituant. C'est ce qui est entouré par un disque vert sur le système du bas de la figure. Et on va comparer cette valeur autorisée par la géométrie aux exigences des experts qui, vous le voyez ici, autorisent également et imposent au constituant 2 d'être présent, au constituant 3, pardon, d'être présent à une hauteur d'au moins 0,2%. Donc il n'y a pas incompatibilité. Pour le constituant 2, la géométrie nous autorise à descendre jusqu'à une proportion de 0,1, qui est la proportion qui a été proposée également par les experts. Mais on voit apparaître ici le problème que l'on avait soulevé en introduction à partir d'un graphique. La géométrie nous interdit de descendre en dessous de 0,3 pour le constituant 1, c'est ce que l'on voit à l'écran, et les experts auraient eu envie de descendre jusqu'à 0,1. Il y a donc une incompatibilité, c'est les experts qui ont proposé une valeur de contrainte, ici inférieure, explicite, qui est incompatible. Et donc il va falloir corriger cette valeur. Alors, pour moi, la démarche que je viens d'adopter est une démarche très cohérente parce qu'elle permet de comparer constituant par constituant ce que nous offre la géométrie et ce que nous imposent les experts. Mais on peut aller un petit peu plus loin pour formaliser cette comparaison en rajoutant une troisième grandeur qu'on appelle l'étendue de variation des constituants. L'étendue de variation est définie pour chaque constituant par la différence entre la limite supérieure et la limite inférieure autorisée par les experts. On la note petite, enfin on la note R indice I. Pour le constituant 1, d'après les experts, nous avons une étendue de variation de 0,4. Pour le constituant 2 et pour le constituant 3, nous avons une étendue de variation égale à 0,2. Et ce que l'on va faire, on va maintenant comparer ces étendues à la plus petite des deux dimensions représentées par le simplex L et le simplex U. Donc à partir des contraintes inférieures, nous avions calculé RL, la dimension du simplex de même orientation que le simplex initial. À partir des contraintes supérieures, nous avions défini la dimension du simplex U d'orientation opposée au simplex initial. Ici, cette dimension ou cette mesure linéaire est égale à 0,2. Et nous venons de calculer les étendues de variation des constituants. Et c'est ces étendues de variation de constituants que l'on va comparer à la plus petite des deux dimensions géométriques, RL et RU. Ici, c'est RU. Et on va se demander si les étendues proposées par les experts peuvent contenir dans le plus petit des deux domaines, puisque le domaine expérimental sera défini par l'intersection du simplex L et du simplex U. Et donc on voit ici, en comparant la valeur de RP, qui vaut 0,2, eh bien que le constituant 1 va poser problème, puisque nous autorisons, en tant qu'experts, nous aimerions autoriser une plage de variation de 40%. Donc on dit la chose suivante, si toutes les étendues sont inférieures ou égales à RP, il n'y a pas de problème de compatibilité, ce qui veut dire que les valeurs des contraintes, je vous rappelle qu'il s'agit de plans ou d'hyperplans, viennent brider la figure qui représente le domaine expérimental, que cette figure soit un simplex ou un polyèdre convexe. Si ce n'est pas le cas, il va falloir se demander si les étendues sont plus grandes que RL, auquel cas, ce qui pose problème, c'est la contrainte supérieure. Et il faut se demander si l'étendue de variation du constituant U est plus grande que RU, auquel cas, c'est la contrainte inférieure qui pose problème. Donc en comparant, puisqu'il y a une incompatibilité sur le constituant 1, en comparant R1 à RL,
0,4 est bien inférieur à 0,6, donc il n'y a pas de problème d'incompatibilité de la contrainte U1. Par contre, R1 est plus grand que RU, 0,4 est plus grand que 0,2, donc il y a un problème d'incompatibilité de la valeur LE1. Donc c'est cette valeur bien qu'il va falloir transformer pour faire en sorte que les contraintes soient compatibles. Alors à partir du moment où on a détecté la valeur ou les valeurs, il peut y en avoir plusieurs, qui ne conviennent pas, il va falloir les ajuster. Et comment va-t-on les ajuster? Eh bien, on va remplacer les valeurs dites défectueuses par les valeurs implicites. Les valeurs implicites résultaient soit de la contrainte inférieure à laquelle on ajoute la dimension RL, soit de la contrainte supérieure à laquelle on soustrait la dimension RU. Et donc c'est ce que l'on dit ici. S'il y a incompatibilité des contraintes supérieures, on remplace UI par UI étoile, dont on rappelle la définition, on part de la contrainte inférieure et on rajoute RL. Et s'il y a incompatibilité, ce qui est le cas dans notre exemple, des contraintes inférieures, on remplace LEI, à savoir LE1, par LE1 étoile, qui est égal à U1 moins RU. Donc c'est ce que nous avons fait ici. On a remplacé LE1 par U1 qui vaut 0,5, moins RU qui vaut 0,2, et donc on a remplacé la valeur LE1 initiale par 0,3. C'est ce qui est représenté sur la figure, et on voit ce coup-ci eh bien, que le petit triangle bleu de sens inversé par rapport au simplex de hauteur unitaire ne peut plus bouger à l'intérieur du triangle rouge qui est défini par les contraintes inférieures explicites. Donc une fois qu'on a ajusté la valeur des contraintes, on recalcule, si besoin, les valeurs des mesures linéaires. Donc le triangle rouge a perdu de sa hauteur, donc RL est égal à 0,4, RU est égal à 0,2. On recalcule les étendues. Pourquoi? Bien parce que ce sont ces informations qui vont nous permettre, à l'étape suivante, de dire si l'on a affaire à une figure qui ressemble à un simplex ou à un polyèdre convexe. Donc, une fois que l'on a ajusté ces contraintes, eh bien, il faut s'interroger sur la nature géométrique du domaine. Et pour pouvoir répondre à cette question, on va utiliser, lors de la séquence suivante, un logigramme qui est très simple à utiliser si les simplexes L et U ont la même dimension. Imaginons un instant un triangle de hauteur 0,4 orienté vers le haut et un triangle de même hauteur, donc 0,4 orienté vers le bas. Eh bien, on conçoit immédiatement que l'intersection des deux triangles ne pourra pas être un triangle puisque le plus petit des deux ne peut pas être contenu intégralement dans le plus grand. Pourquoi? Ils ont la même taille, auquel cas on aura un polyèdre convexe. C'est la première branche du logigramme que nous décrirons, et ensuite eh bien, on décrira en détail les autres branches qui conduiront soit à des simplexes de même orientation que le simplex initial, soit à des simplexes d'orientation opposée, comme nous venons de le voir au simplex initial, et que l'on appelle des simplexes U. Et dans les autres cas, on aura des polyèdres convexes. Et l'objectif de ce chapitre, eh bien, c'est d'apprendre à mailler empiriquement des polyèdres convexes, puisque nous savons déjà mailler des simplexes. C'est ce que nous avions appris dans les séquences et les chapitres précédents. Alors nous avons atteint la fin de cette première séquence qui était consacrée à l'analyse d'un système de contraintes, et donc nous livrons à votre sagacité un petit quiz autour de deux questions. Ces systèmes de contraintes vont revenir dans d'autres quiz, puisque bien petit à petit on va aller jusqu'au maillage du domaine expérimental. Et la première question porte sur un système à 4 constituants, du magnésium, du nitrate de sodium, du nitrate de strontium et un liant. Les contraintes individuelles explicites, vous les avez à l'écran, et la contrainte relationnelle est égale à 1.
Cet exemple est tiré de la publication fondatrice de maillage d'un polyèdre convexe qui a été proposée par MacLean et Anderson en 1966. Cette publication donnera lieu à une étude de cas qui sera également retranscrite intégralement sous forme de film avec des séquences, et il vous est demandé de vérifier s'il y a ou non compatibilité des contraintes, et s'il n'y a pas compatibilité, il faut ajuster le système de contraintes. Et puis j'ai choisi un autre exemple où il y a effectivement 3 constituants que vous voyez apparaître à l'écran. Attention, la contrainte relationnelle n'est pas unitaire, elle est égale à 0,9. Nous en avons déjà parlé dans le chapitre sur le simplex centroïde. Et cet exemple va vous permettre de vérifier la compatibilité des contraintes qui affectent les variations des proportions des constituants. Voilà, je vous remercie de votre attention et on va se retrouver dans la séquence numéro 2 pour commencer à détailler les étapes du logigramme. Merci de votre attention.